prendra la parole pour ouvrir cette table ronde. Table ronde qui sera modérée par Dorothée Schmitt, que je remercie de sa présence, qui est chercheuse à l'Institut français des relations internationales. Je remercie également les personnes qui vont intervenir. D'abord, pour ouvrir cette table ronde, après Jean-Louis Borloo, Nasser Kamel, qui est secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Et puis, dans le panel, dans la discussion, Mohamed Sami Agli, qui est président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Patricia Augier, qui est présente à nos côtés, professeure à l'Université d'Aix-Marseille. Léon Delvaux, qui est conseiller principal auprès de la directrice générale de la DG Trade, directeur Europe par intérim de la DG Trade. Et Mohamed El Kettani, le PDG d'Attijari Wafa Bank, que je salue, qui est en ligne depuis le Maroc. Et donc, bien évidemment, à toutes et tous qui êtes connectés à cette table ronde. Et donc, je vous remercie pour cet après-midi de travail. Et je donne tout de suite la parole à Jean-Louis Borloo. Merci. Monsieur le ministre, cher Franck, mesdames les ministres du Kenya, d'Afrique du Sud, grand pays du continent, cher ancien ministre du Bénin et ami Mohamed Agli, monsieur Delvaux et mon grand ami, le président de l'Attijari Wafa Bank, le président El Kettani, que je remercie d'être présent à distance. Bon, en quelques mots assez simples, dans l'histoire de l'humanité, il y a quelques sujets qui deviennent absolument décisifs. À cette heure-ci, il y en a deux, sans ordre. Le dérèglement climatique, qui est demain le sujet du grand dérèglement du monde. Je rappelle que business as usual, il nous reste que 7 ans au rythme actuel des émissions de CO2 pour avoir atteint le point de non-retour d'1,5. Inutile de dire que nous continuons à vivre dans une légèreté que je trouve extrêmement grave. Et le deuxième grand sujet de l'humanité, mais dans le premier il y a des solutions, mais des modifications absolument majeures des économies. Et le deuxième grand sujet, c'est pour l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir du continent de la jeunesse du monde, c'est le continent africain. Dans 20 ans, 40% de la jeunesse du monde sera africaine, 40%. Et il se trouve, puisqu'il s'agit de la présidence française de l'Union européenne, nous avons sur cette planète Terre, qu'on devrait d'ailleurs appeler la planète mère, 2 continents qui sont à 14 km l'un de l'autre, qui ont des liens d'affection, d'histoire, de famille et de langue complètement entremêlés, qui ne font finalement qu'une petite mer intérieure entre les deux. Et le rapport entre ces 2 continents, compte tenu des enjeux et démographiques, économiques, sociaux de l'un et de l'autre, entre un continent de 450 millions un peu vieillissant et mature dans sa démographie, et l'autre en pleine explosion, plein de vitalité, de jeunesse, et avec évidemment les ruptures extravagantes que cela peut proposer, il est temps de sortir d'une relation diplomatique aimable, d'un système de rapport qui s'appelle l'aide au développement, qui paraît totalement absurde. Nous sommes d'ailleurs à la fin des accords de Cotonou, et il est bien que la présidence française ait mis dans son agenda majeur, et cette première réunion en est la preuve, le rapport
civilisationnelle des populations et des institutions entre ces deux continents. Je vais vous le dire en des mots assez brutaux, pardon, mais simples. L'Afrique est l'avenir de l'Europe ou c'est son drame? C'est assez simple au fond. Un continent qui a connu une progression démographique hallucinante, 1950, en gros, ce qu'on appelait les libérations, à aujourd'hui x10, x12, et ça va faire x20, x24 dans les 30 ans qui viennent. Aucune structure organisationnelle au monde, quelles que soient les capacités, les élites, les formations africaines, personne n'est capable tout seul, sans une réflexion commune de proximité et de voisinage approfondi, capable d'affronter un tel défi. Je prends un seul exemple. Il se trouve que je vous parle de mes échecs. Et donc les échecs, c'est toujours assez vrai et assez constructif. À la demande de vos collègues précédents, mesdames, à la demande d'un certain nombre de chefs d'État africains, à la demande de Donald Kaberuka, ton associé, quand il était à l'époque président de la BAD, on a essayé de regarder comment on passait de l'aide au développement à quelque chose d'efficace et de puissant. Et on s'est dit, si on veut faire trop de choses, on ne va rien faire. On a commencé à regarder quel est le prérequis de tout. On ne dit pas c'est tout. Non, non, le prérequis. Le prérequis à la santé, au développement économique, à la sécurité, à l'eau, à la transformation au service. Il y a un prérequis dans l'humanité qui s'appelle l'énergie. Je ne vais pas vous expliquer, vous savez ça mieux que moi. Le continent est globalement, vous avez en haut pas loin de 100%, en bas avec l'Afrique du Sud pas loin de 100%, et tout le reste est à moins de 50%, et pour la partie centrale, à moins de 20% d'accès à l'énergie. Or, puisque l'humanité s'est fondée sur la Déclaration des droits de l'homme, l'énergie est le premier des droits de l'homme, puisque c'est ce qui permet l'accès aux autres droits de l'homme. Et donc, il a été prévu à une époque, pardon de parler des échecs, mais ils sont toujours illustratifs. On a regardé tout ça. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont, le 15 juin 2015, décidé à l'unanimité la création, en accord avec l'Union européenne, d'un instrument doté de 3,5 milliards de fonds propres par an, je dis bien pas de crédit bonifié, de fonds propres de subventions, parce que le problème de l'énergie en Afrique, comme ça a été partout dans le monde, aux États-Unis ou en Europe, ou en Chine ou en Inde, c'est que l'énergie, vous la développez lorsqu'il y a une grande densité et pas quand il y a une faible densité. Et dans tous les pays du monde, l'énergie s'est développée avec des fonds propres marginaux qui couvraient le risque là où c'est plus difficile et moins rentable. Aujourd'hui, 65% des femmes, des hommes du continent n'ont pas accès à l'énergie, et la croissance démographique est telle que malgré les progrès considérables, y compris en contribution avec l'Europe, mais simplement sur les capacités intellectuelles et les mobilisations africaines, la croissance a été considérable, mais légèrement inférieure à la croissance des naissances. Et donc les choses sont assez simples. Aujourd'hui, et lorsque je dis de l'énergie, est vrai du numérique, où l'Afrique a un talent et une avance extraordinaire, mais numérique sans énergie, énergie sans numérique, ça n'existe pas. Et puis les autres sujets, infrastructure et ça. Je prenais l'exemple de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a voté. L'Europe a décidé 3,5 milliards de subventions la première année. L'agence a été créée avec les chefs d'État africains qui ont désigné leurs représentants au conseil d'administration. Ils ont désigné leur président, qui était le président Alpha Condé en son temps. L'Europe a choisi ses commissaires, le commissaire Mimica, si ma mémoire est bonne, et Canété. Et puis tout ceci, changement des hommes, élections, changement de commission, changement de parlement, ça s'est tout simplement arrêté. Pas arrêté parce que quelqu'un l'a décidé, pas arrêté parce qu'il y a une campagne de presse contre, pas arrêté parce qu'il y avait une hostilité, non, tout simplement arrêté. Et je dis, et je redis, pardon, l'Europe qui passe son temps à se discuter de ses problèmes internes, qui sont justes,
qui sont importants, dont je ne discute pas la nécessité, mais ne se donne pas pour l'instant les moyens stratégiques, et pardon, on fait des réunions, on se congratule, on fait des COP, on s'auto-congratule, mais en réalité, la situation est la suivante, à la porte de l'Europe, en fraternité avec l'Europe. Si tu veux bien couper, merci, pardon, mon cher ministre. S'il n'y a pas un moment d'arrêt, une réflexion commune, pas pour se justifier, pas pour s'excuser, mais pour bâtir ensemble un grand traité de paix, de prospérité, de sécurité, avec, alors est-ce que ce sont des agences? Je n'en sais rien. Quel est le mode opératoire? Je ne le sais pas. Mais si on ne le fait pas, si on ne considère pas que nos destins sont liés, si on ne considère pas que nous sommes en appui des demandes africaines organisées et non pas éparses, s'il n'y a pas ce grand élan politique majeur, à un moment où, bien sûr, je suis français, j'ai une tendance à considérer que mon pays est important, mais je crois surtout qu'il est la rotule entre une Europe anglo-saxonne et ce continent africain, et avec cette Europe latine catholique qui est une grande rotule entre deux. Au fond, dans tout ça, il y a deux acteurs particuliers. Il y a l'Afrique du Nord, il y a particulièrement, puisque le président Le Catani est là, le Maroc, qui est un grand frère, sans exclure bien sûr ses voisins. Et puis il y a la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, qui ont évidemment une appétence, une compréhension de ces sujets sensitifs, particulières, j'allais dire culturels. Mais si, à la fin de cette présidence française, n'a pas été posée la base d'une équipe choisie par l'Union africaine, d'une équipe choisie par l'Union européenne, qui, dans la tranquillité pendant un an ou deux, ne pose pas sur l'ensemble des problématiques les moyens réels, opérationnels, organisationnels et respectueux de l'identité de chacun, eh bien, si ça n'est pas, vous l'appellerez comme vous voulez, mais si on ne traite pas sérieusement de problème, je suis moi convaincu que l'Europe ne se maintiendra pas, car sa jeunesse finira par ne pas accepter notre propre défaillance. Car les problèmes de repli d'identité en Europe seront absolument majeurs. La crainte migratoire et ses violences seront absolument insoutenables. Ce que l'Afrique peut apporter en imagination, en avance numérique, en sens de la fraternité, bref, toutes ces grandes qualités qui sont de plus en plus atténuées disparaîtront. Et je pense que la déstabilisation d'un continent où la jeunesse marche sur des chemins vers la musique et la lumière, c'est-à-dire en gros les grandes capitales et les grands ports qui ne pourront pas les absorber, croisant en chemin tous les fous du monde, je pense que tout ça se terminera mal. À l'inverse, un grand accord Euro-Afrique, l'Afrique est à la fois en termes culturels un apport gigantesque, mais c'est surtout le premier relais de croissance de l'Europe. Les spécialistes économistes appellent ça la croissance par l'élasticité de proximité. Un continent qui va passer d'1,2 milliard à 2,5 milliards, 1 milliard et quelques de gens de plus à former, à éduquer, à loger, bref, avec toutes les capacités numériques, artistiques de l'Afrique, je pense qu'on passerait à côté d'un grand rendez-vous. C'est mon seul message. Moi, je ne suis plus en responsabilité. J'ai simplement un regard convaincu et conscient. Et pour conclure, je dirais à la Commission que des engagements ont été pris. Je ne lui reproche rien aujourd'hui. Je connais la difficulté des tâches. Je connais les évolutions démocratiques. Les commissaires ne sont plus les mêmes. De même que du côté africain, quand je regarde dans mon document tous ceux avec qui j'ai signé physiquement, combien ne sont plus là? Le président Mugabe, le président Zuma, le président du Tchad, le président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, et bien d'autres encore.
Donc je connais la difficulté dans des élections de longue durée. Mais mon cher ministre, puisque c'est la première action de la présidence française, de grâce, si la présidence française pouvait se terminer par une proposition de l'Europe à l'Union africaine de mettre en place les équipes pour, dans un an ou dans 18 mois, arriver à un vrai travail en profondeur et sortir de l'aide en développement, je crois que ça aurait été une très grande présidence française. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents devant votre ordinateur ou dans la salle, certainement plus nombreux devant vos ordinateurs que devant la salle. Nous allons ouvrir les réflexions de cet après-midi sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique par une table ronde sur les perspectives pour l'approfondissement des relations commerciales et d'investissement entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Et avant tout, nous allons entendre un message du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, M. Nasser Kamel. Je rappelle au passage que c'est une institution, l'Union pour la Méditerranée, qui a été fondée en juillet 2008 lors du sommet de Paris pour la Méditerranée, organisé à l'époque par le président Nicolas Sarkozy, présidence française de l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à remercier le ministre délégué, M. Franck Riester, de m'avoir invité à prendre part à cette importante conférence qui est l'un des premiers événements de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Mesdames et Messieurs, favoriser l'intégration régionale dans la zone euro-méditerranéenne est au cœur des priorités de l'Union pour la Méditerranée, dont les États membres ont réalisé depuis un certain temps toute l'importance stratégique. C'est dans cette perspective qu'ils ont mandaté l'organisation pour élaborer un rapport sur ce sujet, qui fut préparé avec la coopération de la SCDE et présenté en mai 2021. Ce rapport analyse 5 domaines clés. Le premier, c'est le commerce, après est le finance ou la finance, les infrastructures, la circulation des personnes et finalement la recherche et l'enseignement supérieur. Outre ces conclusions de ce rapport et les indicateurs clairs qui ont permis à la fois de mesurer le degré d'intégration de ces différents secteurs, mais aussi de suivre des progrès réalisés. Ce rapport présente une série de recommandations pour agir concrètement en faveur d'une plus grande intégration régionale. Je vous invite vivement à consulter le rapport sur notre site web. Selon le rapport, le commerce représente 35% du PIB de la région euro-méditerranéenne, avec plus de 20% du commerce mondial de marchandises en 2018. Le marché interrégional de l'Union pour la Méditerranée est l'un des marchés mondiaux les plus importants aujourd'hui. Ces chiffres encourageants sont toutefois contrastés par le fait que la région est l'une des régions les moins intégrées économiquement au monde. En effet, l'intégration a progressé de manière inégale, même si on a constaté des progrès partout. Mais elle est inégale à travers et au sein des sous-régions de l'Union pour la Méditerranée, dans les 5 domaines cités. Si nous examinons les chiffres liés au commerce, nous constatons que l'Union européenne est à l'origine de 95% des exportations de marchandises de la région et que 70% du trafic de fret en Méditerranée se fait entre les ports européens et seulement 15% se fait entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Enfin, seuls 5% des échanges se font entre les pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un autre défi majeur pour l'intégration dans notre région, qui affecte également les flux commerciaux et les investissements, est la faiblesse structurelle des infrastructures qui demeurent globalement inadéquates pour les transports et la connectivité énergétique. La région ANMO, au Moyen-Orient, Afrique du Nord, a besoin d'un investissement de plus de 7% de son PIB annuel
pour l'entretien et la création d'infrastructures. À l'Union pour la Méditerranée, on se félicite du fait que plusieurs initiatives sous-régionales sont en train d'être développées pour interconnecter les réseaux électriques et promouvoir le commerce d'électricité dans notre région. Il s'agit là d'un argument crucial pour notre région, où la concentration des centrales solaires, par exemple, pourrait régénérer 100 fois la consommation d'électricité combinée de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et l'Europe en somme. Chers mesdames et messieurs, l'une des leçons que nous tirons dans cette pandémie et de ses conséquences, c'est la nécessité absolue de la relocalisation afin de créer des chaînes de valeur plus courtes et moins fragmentées. Combien l'Europe et l'Afrique ont souffert et continuent de souffrir de cette dépendance à des chaînes de valeur situées à des milliers de kilomètres et dans des secteurs vitaux pour l'économie. Il nous faut vraiment opérer une réconcentration géographique plus élevée pour passer de chaînes de valeur mondiales à des chaînes de valeur régionales. L'Union européenne doit tirer les leçons et travailler plus étroitement avec son voisinage pour favoriser une intégration plus grande et une interdépendance qui sera bénéfique pour tous. Dans ce domaine, bigger is definitely better. Il faut créer des espaces économiques, de commerce et d'investissement plus larges pour faire face ensemble à ces nouveaux défis. Mesdames et messieurs, l'Afrique du Nord est la passerelle incontournable et naturelle, non seulement géographique, mais aussi politique et économique entre l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne. Et avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui était jadis une hypothèse devient aujourd'hui une réalité. Il reste toutefois encore un vide important à combler pour profiter pleinement à ce potentiel énorme, car les accords sur le commerce entre nos pays, entre l'Europe d'une part et l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne n'ont pas inclus les services. Alors, il faut vraiment combler ce vide et intégrer le service dans nos accords de libre-échange. Les pays d'Afrique du Nord doivent eux-mêmes poursuivre leurs réformes aussi structurelles pour créer un environnement des affaires encore plus attractif. Ils doivent examiner de près les secteurs d'avenir et approfondir leurs relations en matière de transition technologique et écologique. Mesdames et messieurs, le prochain sommet entre l'Afrique et l'Europe, l'Union africaine et l'Union européenne, qui aura lieu cette année, le 17 et le 18 février à Bruxelles, pourra et devra être l'occasion de tenir un dialogue franc et ouvert autour de ces thématiques. L'avenir des deux continents est étroitement lié et certains pays d'Afrique du Nord ont compris l'importance de cette relation et de ses effets sur le co-développement. Il faut encourager encore davantage les pays de notre région euro-méditerranéenne à joindre cette dynamique et à bénéficier ainsi de grands potentiels de ces partenaires multipartites. De ce fait, nous devons trouver ensemble des alternatives pour répondre à la faible intégration sous-régionale, particulièrement en Afrique du Nord, et faire face à la faible dynamique d'échange en matière de services. Nous devons aussi continuer d'agir diplomatiquement pour réduire les tensions dans notre région qui ne peuvent qu'avoir des effets négatifs. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui pour échanger de vive voix sur tous ces enjeux cruciaux pour nous tous, que ce soit l'Europe, l'Afrique et la zone méditerranéenne, qui est ce lien, cette zone méditerranéenne, et ce lien naturel, humain et économique entre deux continents. Je ne doute pas que les discussions seront riches et permettront d'identifier de nouvelles pistes pour assurer un nouvel élan en relation commerciale entre l'Union européenne et l'Afrique à travers le développement de relations euro-méditerranéennes. On reste à l'Union pour le Méditerranée, qui est la seule organisation rassemblant les 27 pays de l'Europe ou de l'Union européenne et les 15 pays du sud et de l'Est méditerranéen. On reste à votre disposition pour contribuer activement à l'intégration régionale entre l'Europe et l'Afrique,
Et à ce titre, on se tient à la disposition de la présidence française de l'Union européenne pour poursuivre les discussions dans ce sens. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Bien, alors après cette introduction qui a vraiment posé de manière extrêmement claire l'ensemble des enjeux, nous allons nous lancer dans une table ronde que j'espère aussi interactive que possible, bien qu'hybride, avec 4 participants pour parler donc de ce thème de l'approfondissement des relations commerciales et d'investissement entre l'Union européenne et l'Afrique du Nord. L'idée est évidemment de faire à la fois un bilan de 25 ans de partenariat euro-méditerranéen et de l'application des accords de libre-échange avec leurs bienfaits, mais aussi les manques, les zones d'ombre. Pour cela, nous avons une économiste à qui je vais donner la parole en premier, Patricia Augier. Je donnerai ensuite la parole aux forces vives des pays de l'Afrique du Nord qui nous feront part de leurs attentes, de leurs espérances et de leurs peut-être requêtes plus insistantes, afin que Léon Delvaux, qui représente la DG Trade, qui assure l'intérim de la présidence de la DG Trade à Bruxelles, puisse lui nous dresser les perspectives que l'Union européenne adosse à ces demandes des partenaires nord-africains. Madame Augier, vous êtes économiste. Vous êtes une économiste du développement, spécialiste de cette région méditerranéenne. Vous avez longtemps travaillé, coordonné le réseau d'instituts de la FEMIS, qui a produit les travaux les plus continus et les plus pertinents sur précisément la vie du partenariat euro-méditerranéen. Et vous avez participé à l'exercice d'évaluation que la Commission européenne a lancé sur les accords bilatéraux de libre-échange, mais je crois que vous avez aussi fait un rapport de travail sur cette idée que l'on a déjà bien mis sur la table, qui est celle des chaînes de production et du raccourcissement des chaînes dans une ère post-Covid. Je vous donne la parole, Patricia. Merci, Dorothée. Je voulais d'abord remercier les organisateurs, le ministère, pour cette invitation et de me donner l'occasion donc de pouvoir m'exprimer sur ce sujet, sur lequel effectivement j'ai beaucoup travaillé. Alors, si le premier point consiste à faire un bilan de ces accords d'association, il faut d'abord rappeler que les accords d'association ont principalement signifié une baisse unilatérale des droits de douane appliqués par les pays partenaires méditerranéens, puisque eux bénéficiaient déjà d'une exonération des droits de douane sur le marché européen concernant les biens industriels. On a eu dans le même temps une tendance à la baisse des droits de douane appliqués par les pays méditerranéens, soit dans le cadre d'autres accords commerciaux qu'ils ont signés avec d'autres partenaires en dehors de l'Europe, soit dans le cadre multilatéral, puisqu'ils ont adhéré à ce moment-là à l'OMC. Donc, à partir de 2000-2005, on a une ouverture de ces économies assez généralisée, même si c'est vis-à-vis de l'Union européenne que les baisses de droits de douane sont les plus importantes. Or, lorsqu'on ouvre à la concurrence internationale des économies dans lesquelles les entreprises n'ont pas les conditions dont elles ont besoin pour s'ajuster et pour réagir, ces difficultés, elles sont liées à l'accès au financement. On en a largement évoqué dans beaucoup de rapports. Problème d'accès au financement, manque de compétences, manque de capital humain adapté, des infrastructures insuffisantes, un manque de système juridique et institutionnel adéquat, etc. Donc, lorsqu'on ouvre des économies dans lesquelles les entreprises n'ont pas un environnement favorable, on sait, et là-dessus tous les économistes s'accordent, c'est rare lorsque les économistes sont d'accord sur un point, là c'est le cas, on sait qu'il ne faut pas s'attendre à des effets positifs de cette ouverture, ça c'est clair. Donc il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Et d'ailleurs, le bilan c'est quoi? Ce sont des balances commerciales des pays partenaires méditerranéens qui se sont très fortement dégradées. Le déficit commercial entre 1995 et 2017, donc on est avant la période Covid,
a été multiplié par 5. En revanche, un point intéressant, c'est que ce déficit commercial vis-à-vis de l'Union européenne s'est moins fortement dégradé que celui vis-à-vis du reste du monde, ce qui est assez logique. Les principaux concurrents, ce n'est pas l'Union européenne. Les principaux concurrents, ce sont les pays où les salaires ont été à l'époque donc plus faibles que ceux des pays méditerranéens. Donc on a une très très forte entrée, en gros, des produits chinois qui ont envahi les marchés des pays méditerranéens. On a aussi, ce qu'on peut constater aussi, donc, depuis la mise en place des accords d'association, c'est des taux de croissance insuffisants. Alors les taux de croissance ont été en moyenne de 4%. On pourrait dire c'est pas mal, mais non, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? C'est insuffisant pourquoi? C'est insuffisant par rapport aux besoins de création d'emplois. Donc le chômage a continué à fortement augmenter, avec des taux de participation sur le marché du travail extrêmement faibles, c'est-à-dire que c'est quand même les pays méditerranéens, c'est les pays au monde qui excluent le plus grand nombre de personnes sur le marché du travail. Les femmes en premier lieu, bien sûr, et les jeunes. Ils ont été insuffisants aussi parce qu'ils n'ont pas permis, ce qui était normalement un des objectifs du partenariat euroméditerranéen, ils n'ont absolument pas permis une convergence des niveaux de vie. Au contraire, on a sur les années qui précèdent, là, on a au contraire une augmentation de l'écart du PIB par habitant entre l'Europe et les pays méditerranéens. Et cet écart et ces différences de niveau de vie, naturellement, se sont en plus accrues avec l'effet de la pandémie. Donc on est là à des niveaux absolument incroyable d'écart de niveau de vie. Et puis, un autre élément aussi, c'est qu'il n'y a eu aucun progrès en matière d'intégration régionale, et c'était aussi un des objectifs qui était suivi, qui était mis dans les objectifs des accords d'association. Donc voilà pour le bilan. Est-ce que peut-être je vous laisse la parole et je reviens un peu plus tard? On a 10 minutes par intervenant, donc Patricia, si vous voulez maintenant nous faire des propositions d'emblée, c'est... Alors, il y a plusieurs éléments. Bon, en termes de propositions, de but en blanc, c'est pas... revenir en tout cas d'abord sur les... Oui. Plus de micro. Sur les freins à la progression d'intégration régionale, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui. Alors, donc, par intégration... Parce que finalement, on a un système régional qui fonctionne en nord-sud, en bilatéral. Tout à fait. Alors, quand on parle de l'intégration... quand on parle d'intégration économique Union européenne, pays partenaires méditerranéens, on entend bien entendu une intégration commerciale. Et au-delà même du problème des freins à cette intégration, la question centrale, selon moi, c'est plutôt de savoir quels devraient être les objectifs de la politique européenne vis-à-vis des pays partenaires méditerranéens. Est-ce que l'intégration commerciale entre l'UE et l'Afrique du Nord, est-ce que c'est cette intégration commerciale entre l'UE et l'Afrique du Nord qu'il faut viser? De mon point de vue, pas du tout, parce que finalement, ça revient à confondre la finalité d'une politique économique avec un de ses outils, un de ses moyens. L'intégration commerciale, c'est un moyen. Or, on en a fait un objectif. Ce qui, de mon point de vue, si on continue comme ça, de mon point de vue, on va dans le mur. Il faut revoir, et là, je suis tout à fait d'accord avec les propos de M. Borloo, il faut revoir quels sont les objectifs de cette coopération, de cette stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de ces pays. Donc il faut revoir ces objectifs, peut-être autour, à court terme, au moins on a des intérêts communs. L'idée de constituer une équipe pour réfléchir à ces objectifs, je trouve ça vraiment très bien, en réfléchissant aussi du coup sur quels moyens on met en œuvre pour parvenir à ces objectifs. Je trouve que c'est une excellente idée. En tous les cas, il faut une réflexion en amont et une réflexion partagée, parce que finalement,
on a des objectifs jusqu'à présent. L'objectif de partenariat se confond avec les objectifs de l'Union européenne. Enfin, ce ne sont pas pour l'instant des objectifs partagés qui ont été mis en place. Et là, il faut revenir vers des objectifs partagés. Alors, à court terme, on a au moins des intérêts communs, c'est clair. Du côté de l'Europe, sur le plan politique, il faut limiter la migration, c'est certain. La voie sécuritaire, elle a ses limites, donc il faut trouver un autre moyen. Sur le plan économique, il faut sécuriser les approvisionnements, tout en rendant les chaînes de valeur dont on a parlé plus conformes à un modèle de développement durable. Au sud, dans les pays méditerranéens, l'urgence absolue, c'est la création d'emplois. C'est l'urgence absolue. Naturellement, avec la création d'emplois, on va pouvoir monter les niveaux de vie. Parce que derrière, il y a naturellement augmenter les niveaux de vie. Derrière, il y a les questions de formation, de santé, etc. Mais l'urgence absolue, c'est la création d'emplois et donc le développement d'une industrie. Donc là, on a une convergence d'intérêts, clairement. On a une convergence d'intérêts et les pays partenaires méditerranéens doivent devenir un fournisseur significatif de l'Europe, mais pas dans n'importe quelles conditions. Pas dans n'importe quelles conditions, parce qu'il faudra aussi avoir comme objectif le développement économique et social des pays méditerranéens. Ça ne doit pas être de simples fournisseurs. Il faut derrière un développement économique et social et humain de ces économies. Alors après, pour revenir à la question de l'intégration, savoir s'il faut davantage d'intégration commerciale, ben ça devient un moyen. Alors pourquoi pas, hein, après on rentre sur des questions techniques. Est-ce qu'il faut bien sûr faciliter les passages à la frontière, tout ça on sait. Il faut harmoniser les mesures non tarifaires. Ok, est-ce qu'on se met sur l'acquis communautaire dans certains secteurs? Pourquoi pas, mais il faut réfléchir aux conséquences. En fait, tout ça, ce sont des décisions. Alors c'est très technique, c'est très compliqué, mais derrière, il faut réfléchir vraiment aux conséquences. Et généralement, il y a eu beaucoup de... Donc c'est le Maroc hein, qui a mis en place le plus d'harmonisation sur l'acquis communautaire. Il y a finalement eu très peu de réflexion sur les conséquences, parce que ça a des conséquences. Voilà, pas seulement économiques, mais politiques aussi. Hein, c'est-à-dire que les pays qui décident d'être sur l'acquis communautaire, ils signent pour un certain nombre de décisions sur lesquelles ils n'ont plus la main après. Hein. Et alors, voilà. si on réfléchit en termes de chaîne de valeur, puisque c'est le sujet qu'on a introduit, dans quel secteur est-ce que vous voyez un potentiel pour la substitution finalement de biens intermédiaires qui jusqu'à présent sont importés d'Asie par des fournisseurs nord-africains? Alors effectivement, comme on s'est dit que ça s'imposait, hein, les entreprises, les multinationales européennes doivent à la fois sécuriser et puis raccourcir leur chaîne de valeur, ça devient indispensable. Du coup, on a cherché à identifier en fait dans quel secteur et pour quels produits il existe des possibilités immédiates pour les entreprises européennes de substituer une partie des achats de biens intermédiaires importés en provenance de pays éloignés, c'est essentiellement l'Asie, c'est essentiellement la Chine, hein, par des fournisseurs méditerranéens, ce qui répond donc à ce double besoin, diversification des fournisseurs et raccourcissement donc des chaînes de valeur. Et ces secteurs ou ces produits constituent donc dans le même temps des opportunités immédiates d'augmentation des exportations pour les pays méditerranéens. Et donc cette identification a été réalisée, donc je l'ai réalisée avec un collègue hein, qui est à l'université de Sussex, Michael Gazurek. On a fait ce travail-là en retenant en fait les biens intermédiaires qui à la fois sont importés par l'Union européenne en provenance de pays en développement et émergents éloignés. Donc on a pris comme critère plus de 7000 km en partant de Bruxelles, voilà, parce qu'il fallait prendre un critère, et qui sont aussi exportés par les pays méditerranéens. Et donc on a trouvé qu'il y avait à peu près entre 400 et 500 produits par pays. Bon, on n'a pas fait ça pour tous les pays méditerranéens, on a fait cette étude-là pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Donc on a trouvé, et l'Égypte, pardon, on a trouvé entre 400 et 500 produits par pays qui satisfont cette double contrainte. Et donc ces produits
bon, ils sont dans une dizaine de secteurs à peu près, je ne vais pas les citer là, c'est un peu, il y en a chimie, en a pharmacie, fertilisants, etc. Et donc, ces produits, ou ces secteurs, enfin ces produits, donc on est allé au niveau 6 digits, donc c'est des produits, ces produits, ça constitue donc des opportunités immédiates de substitution, hein, puisque les multinationales européennes les achètent et les entreprises méditerranéennes les produisent et les exportent. Donc l'opportunité, elle est immédiate. Voilà, donc on se dit que ça vaudrait le coup de se pencher un peu plus là-dessus. On se dit que ça vaut le coup de se pencher un peu plus sur votre étude, donc on est impatient de la lire. Alors, comme on a vu que on reviendra un peu plus tard. Alors d'abord, je dois préciser que tous ceux qui participent online auront la possibilité de s'exprimer, de poser des questions au fur et à mesure de la table ronde. On va finir nos interventions liminaires. Puisqu'on l'a dit dès le titre, il s'agit des relations à la fois commerciales mais aussi financières entre le nord et le sud de la Méditerranée, ces pays d'Afrique du Nord. On va donner maintenant la parole à un banquier, à M. Mohamed El Kettani, qui est le président directeur général de Tijari Wafa Bank, qui est le premier réseau bancaire africain et qui va nous parler, nous donner une vision du secteur privé, finalement, de cette intégration euro-méditerranéenne pour l'Afrique du Nord. Je vous donne la parole, M. Kettani. Merci, Madame Schmitt. Tout d'abord, je tiens à remercier... Et j'ai oublié de préciser que vous interveniez en tant que président du club des chefs d'entreprise France-Maroc. Très important, excusez-moi. Merci, Madame, pour cette précision. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le ministre de m'avoir permis de prendre part à cette conférence. Et en ce qui concerne donc le thème de cette conférence, dont je salue vraiment l'organisation à la veille du sommet Union européenne-Union africaine, il est très important que le secteur privé africain puisse s'exprimer dans le cadre de ce forum d'échange. Et pourquoi? Parce que nous avons une communauté de destin et des relations historiques d'interdépendance et renforcées dans le contexte pandémique actuel que nous vivons entre les rives nord et sud de la Méditerranée, et puis un défi majeur qui consiste à redéfinir une vision commune, comme l'a dit Monsieur le ministre Borloo, en vue d'adresser les enjeux de co-développement. Il faut, et Madame Ogier a insisté beaucoup sur cette partie-là, de partager les objectifs communs pour pouvoir tracer des politiques publiques à même de baliser donc le terrain du co-développement. Le contexte pandémique est en train de redéfinir les échelles de priorité et l'impératif d'un développement socio-économique de la rive sud de la Méditerranée et qui est le levier de stabilité et d'opportunités nouvelles. À mon sens, nous pouvons considérer des domaines d'interdépendance et de défis communs à relever au moins dans 4 directions. La première direction, et Mme Ogier l'a souligné, c'est l'emploi des jeunes et l'investissement, avec un focus particulier sur les très petites entreprises, les PME et les PMI, surtout dans la culture du continent africain, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Les TPE, la PME et la PMI jouent un rôle primordial dans la création d'emplois et l'intégration des jeunes et l'inclusion des jeunes dans le circuit économique. Et dans ce sens, des stratégies d'entrepreneuriat et d'auto-emploi est un levier très très important sur lequel l'Afrique devra travailler, notamment en coopération avec l'Union européenne. Le deuxième axe qui me paraît aussi fondamental et qui va dessiner les années à venir, c'est une gestion urbaine maîtrisée et durable. Pourquoi? Parce que sur les dernières décennies, ça va s'accélérer au vu de la croissance démographique que connaît notre continent africain. Il faut qu'on aille vers des politiques de gestion urbaine maîtrisée et durable pour traiter les problématiques de mobilité, de mixité sociale, de digitalisation et de consommation
d'énergie, notamment sur les aspects efficacité d'utilisation de l'énergie, qui est un enjeu fondamental pour le continent africain. Troisième direction qui me semble importante, c'est les enjeux du changement climatique qui produiront un acquis de hausse de température au courant du siècle que nous vivons et des effets à maîtriser à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la sécurité alimentaire. C'est l'accès à l'eau et l'agriculture qui deviennent un enjeu vital et crucial pour les années à venir. La transition énergétique et les exportations d'énergie renouvelable, notamment Afrique du Nord, Europe, en lien avec les objectifs de l'accord de Paris. Et troisième élément important dans ces enjeux induits par le changement climatique, c'est la maîtrise des flux migratoires issus du changement climatique qui peuvent être conséquents et nécessitent une vision de développement et de stabilisation à long terme. Parce que ce phénomène, on ne peut pas l'arrêter uniquement avec les discours ou des dispositions juridiques. Il faut réellement trouver des solutions radicales à la base et qui s'attaquent en profondeur aux problématiques de progrès social, de progrès économique au sein du continent africain. Donc, j'avais parlé de quatre directions. La quatrième direction, c'est une redéfinition du partenariat économique avec l'Afrique du Nord dans le contexte pandémique, selon deux axes clés à mes yeux. Le premier, c'est que dans un contexte de reconfiguration et de raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, dont les intervenants en parlaient déjà, c'est de reconfigurer cette nouvelle vision dans le cadre régional, et ça présentera une opportunité de mise en œuvre de colocalisation industrielle compétitive de proximité. Et je parle d'un pays que je connais très bien, qui est le mien, le Maroc, où nous avons vraiment des expériences concrètes en la matière qui ont démontré et la sauvegarde des emplois en Europe et la création d'emplois nouveaux en Europe, tout en permettant la création d'emplois au Maroc et à partir du Maroc aussi, grâce à des triangulations, permettre des co-investissements entre Européens et investisseurs africains dans le développement de projets d'investissement sur d'autres territoires africains. Donc moi, je considère que cette vision tient compte du fait que le continent africain, pour moi, est une chance pour l'Union européenne, et l'Union européenne est une chance pour le continent africain, parce que nous sommes à 14 kilomètres à travers le détroit entre l'Afrique du Nord et l'Union européenne. On est à 14 kilomètres. Il y a un potentiel de développement très très important que présente le marché africain, surtout à la veille de la mise en œuvre progressive de la zone continentale africaine de libre-échange. Et c'est une opportunité, une véritable solution pour les problématiques qui se posent à l'Union européenne, mais aussi une opportunité de développement et de fixation de la jeunesse et des talents et des élites africaines au sein du continent africain, mais cela nécessite le partage d'une vision commune, claire, transparente et solidaire entre les deux rives de la Méditerranée, le nord et le sud. Merci infiniment, M. Kettani, d'avoir tenu parfaitement dans les 8 minutes imparties. Je suppose qu'on pourra revenir sur la facilitation des investissements en Afrique du Nord et sur le rôle de charnière du Maroc vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Puisqu'on a eu la chance à Paris de déjeuner ensemble avec Patricia Ogier à l'instant, chance que vous n'avez pas eu, vous, en distanciel derrière vos ordinateurs, et on a parlé d'un sujet très important qui était les données existantes pour évaluer de façon non seulement quantitative, mais finalement aussi qualitative l'impact des accords euro-méditerranéens. Et Patricia me disait que sur le Maroc, il est beaucoup plus facile d'enquêter parce que finalement, on a à la fois une masse critique de données, une transparence dans l'accès aux données qui rend le travail des chercheurs beaucoup plus facile. Donc si on se tourne maintenant vers M. Mohamed Sami Agli, c'est aussi pour qu'il nous éclaire
tout simplement sur ce qui se passe en Algérie. Je sais qu'on l'attend en partie sur la question des PME et des TPE. Vous êtes donc le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Et je vais vous donner la parole également pour 8 minutes sur ce que vous attendez finalement de cette présidence française et de l'avenir des relations euro-méditerranéennes. Bonjour, merci à vous tous, merci aux organisateurs de nous avoir associés et invités à cette belle conférence, une conférence de prestige. J'adhère complètement sur le mot qui a été énoncé par M. Borloo. Aujourd'hui, nos destins sont complètement liés. L'importance, c'est de pouvoir construire justement un partenariat solide qui dure dans le temps. Un partenariat qui doit être bien entendu revu ou amélioré et surtout basé sur un principe gagnant-gagnant. On ne peut aujourd'hui prévoir ni avancer avec cette relation sud-sud sans mettre en adéquation la question de l'équité, la question de revoir le paradigme économique africain. Aujourd'hui, on a toujours malheureusement vu l'Afrique avec un fournisseur ou juste un client à qui on va vendre ou un fournisseur de matières premières. Comment justement avec cette opportunité et ce partenariat, nous pouvons construire justement des entreprises pérennes qui contribuent au développement économique, qui répond à un besoin d'une jeunesse aujourd'hui. Tous ces défis, justement, nous en sommes complètement aujourd'hui responsables et nous en sommes aussi comptables envers l'avenir. Énormément de liens aujourd'hui qui sont là et qui doivent être renforcés. Et beaucoup de faiblesses aussi qui doivent être revues d'une manière complètement responsable et franche pour pouvoir avancer ensemble. Le partenariat avec l'Union européenne pour mon pays qui est l'Algérie a été, bien entendu, quand on fait le bilan, a été plus ou moins inéquitable car on a vu le niveau d'investissement au niveau d'investissement qui n'était pas très important, mais par contre le niveau de commerce envers l'Algérie était énormément important. A contrario, les volumes algériens envers l'Europe, hors hydrocarbures bien entendu, étaient comparés à ceux qui étaient envers l'Algérie, étaient complètement inéquitables. Justement, l'occasion, j'espère, avec nos amis vous, Français, avec la présidence de l'Union européenne, c'est une question qui doit être posée réellement sur la table. Quel partenariat voulons-nous avec, bien sûr, l'Algérie, mon pays, et avec l'Afrique? L'Afrique, c'est une population qui va doubler en 2050. C'est une population dont la majorité, c'est des jeunes qui ont un besoin, c'est des jeunes qui appartiennent aussi au monde à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est une jeune parfois qui émerveille le monde. On l'a vu chez nous en Algérie en 2019, c'est une jeunesse qui a émerveillé le monde avec son civisme et avec sa responsabilité. Comment justement les défis qui nous attendent à l'avenir, comment allons-nous mettre la main dans la main ensemble pour pouvoir réellement construire des ponts et construire des relations pérennes? Je reviendrai bien entendu sur les secteurs importants, à mon humble avis, sur lesquels nous devons revenir, des points forts sur le plan industriel, sur le plan de la jeunesse, sur le plan de l'internationalisation des entreprises, et les aider à aller aussi vers l'Europe et les aider à se renforcer et se pérenniser en Afrique. Le développement aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Algérie, volontariste de changement du modèle économique porté par autre chose que celle qu'on a connue jusqu'à maintenant, est en train réellement de se mettre en place et de donner des résultats forts. Les défis qui nous attendent avec nos partenaires, je dis bien partenaires européens, sont importants et je reviens sur ce que j'ai dit au début, nos destins sont complètement liés. Nous appartenons à cet espace euro-méditerranéen qui est là et nous devons réellement capitaliser sur cette proximité, sur des défis qui sont là dans les marchés
aujourd'hui sont en train de complètement d'être chamboulés et ça s'accélère avec la transformation des modèles économiques s'accélère avec l'effet de la pandémie et les transitions tout azimut de tous les pays. On l'a vu aujourd'hui, la question de la coproduction, c'est une question aujourd'hui qui est là et nous avons des points forts ensemble à développer justement et à renforcer cette question de la coproduction ou rapprocher les centres de production des marchés et des marchés des centres de production. La question aujourd'hui sur les secteurs clés, l'agriculture, l'agro-industrie, le bio, des filières industrielles complètement de transformation à mettre en place ou à renforcer, l'industrie manufacturière exportatrice, où l'Europe réellement peut être un marché qui peut être livré en quelques heures sans aucun problème et à des prix très compétitifs. L'industrie minière extractive qui est appelée à devenir l'une des plus importantes au monde, la chimie, la pétrochimie, et bien entendu le renouvelable et les énergies de demain, ou l'industrie ou l'économie de demain tout simplement. Le digital, porté par le digital et porté par le numérique en général. Tous ces secteurs et tous ces services et ces domaines-là sont des domaines réellement qui peuvent renforcer et pérenniser le regard ou la relation que nous avons entre l'Europe et l'Afrique, et bien entendu l'Europe et l'Algérie pour mon pays. Cette relation ne peut, bien entendu, être portée qu'à travers des entreprises, qu'à travers des chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise dont aujourd'hui nous avons des champions de plus en plus, mais surtout nous avons énormément de PME et TPE. Le tissu économique de l'Algérie ou de l'Afrique en général, il est entre 85 et 95%, 98% de PME TPE. C'est envers cette catégorie d'entreprises qu'il faut mobiliser le maximum de ressources et le maximum justement de moyens et de stratégies. Ces entreprises répondent à un point important qui est l'ancrage humain, répondent à un point important qui est le développement économique local, qui pérennise et qui répond à des besoins autres, sécuritaires, de souveraineté, de sécurité alimentaire et plein d'autres. Toutes ces questions, je pense que le partenariat qui doit être encore une fois redynamisé ou revu entre l'Europe et l'Afrique doit être drivé et doit être l'idée par des questions comme celles que j'ai citées. En tout cas, nous en sommes, encore une fois, l'Afrique est un marché d'abord solvable. C'est un marché de plusieurs centaines de millions de personnes et qui va doubler, comme je l'ai dit tout à l'heure, une jeunesse qui parfois est dans la majorité des cas bien formée. Pour l'Algérie, c'est une jeunesse qui est très bien formée, engagée, un tissu économique de plusieurs millions d'entreprises de toute taille et principalement les tailles petites et moyennes entreprises. Un territoire vaste, des terres fertiles et un positionnement géographique pour l'Algérie qui peut être réellement un support très très important justement de renforcement de ce lien Europe-Afrique. Toutes ces questions, c'est des questions, je pense que nous en sommes tous, nous avons tous la responsabilité de contribuer pour pérenniser. Des accords entre l'Europe et l'Afrique, c'est des accords, on doit être certain que c'est des accords qui ne vont pas tomber ou arriver à un désaccord. Un accord doit être basé, comme je l'ai souligné au début, sur un principe important qui est le principe gagnant-gagnant. On ne peut voir l'Afrique comme on l'a toujours vu, je dis bien toujours vu jusqu'à maintenant, comme juste un fournisseur de matières premières ou un marché, un grand bazar où on viendra vendre toutes sortes de produits. Il faut réellement le voir comme un vrai partenaire avec lequel on construit des partenariats, on construit des ponts et on construit des entreprises qui doivent durer dans le temps et qui doivent contribuer pour le développement local et à travers le développement local, le développement des régions et des deux continents. Merci beaucoup, Monsieur Agli. Je vais donner la parole pour clore ce premier round à
à Monsieur Delvaux, qui est le diplomate de notre session, converti à l'Union européenne et qui est maintenant donc, à la Commission en charge de ces questions, qui va nous dresser les perspectives de travail de la Commission européenne pour renouveler le partenariat Euromed. À vous, Monsieur Delvaux. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation qui m'a été faite et j'écoutais avec beaucoup d'intérêt les intervenants précédents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut partager, d'autres un peu moins. Je me permettrai de nuancer certaines idées qui ont été émises, si vous le voulez bien. Peut-être juste pour répondre directement à votre question, effectivement, je crois que au niveau politique, et bien sûr l'administration suit, il y a très clairement un grand intérêt à renforcer le partenariat avec le voisinage méridional. Je pense que la Commission a, en début d'année dernière, publié deux communications à ce sujet. La première, c'est donc une stratégie plus globale sur la révision des relations avec le voisinage sud. Et la deuxième, c'est le domaine dont je m'occupe plus particulièrement, c'est-à-dire des perspectives effectivement d'évolution des relations commerciales. J'ai peut-être insisté sur ce point-là, si vous voulez bien. Je pense pour reprendre les termes, je pense, qui ont été utilisés par le professeur Rogier, qui était celui de quelle relation commerciale ou les accords commerciaux posent un cadre, mais effectivement, ce cadre n'est pas un objectif en soi. Ce cadre permet de développer des politiques, mais bien sûr, ça dépend des réalités qui sont celles dans les différents pays. Et je reprends à nouveau une idée que j'ai notée, qui est effectivement la clé de tout, c'est-à-dire l'environnement dans lequel opèrent les entreprises dans les différents pays concernés. Et effectivement, l'accord commercial est là pour permettre aux entreprises de développer leurs activités, mais pour ça, il faut qu'elles aient un cadre domestique, entre guillemets, qui permettent effectivement de réaliser leur potentiel. C'est pour ça que une des priorités ou une des idées que nous avons émises dans notre révision de la politique commerciale, au-delà du fait qu'effectivement, il y a une priorité géographique que nous voulons accorder à l'Afrique de manière générale et le voisinage sud et des pays méditerranéens plus particulièrement, c'est qu'on propose à nos partenaires d'avoir des cadres qui permettent de faciliter les investissements. Donc, ce qui implique en fait d'améliorer le cadre et le contexte dans lequel ces investissements peuvent avoir lieu. Pour ça, il faut... je pense qu'on a un certain nombre de critères qui nous semblent importants de pouvoir respecter dans ce contexte. C'est la prévisibilité, c'est une certaine stabilité, c'est aussi une transparence. Je pense que un des interlocuteurs précédents a évoqué ça, qu'il y avait un élément de données, je crois que c'est Madame Augier, disponible dans certains pays, moins dans d'autres. Donc je pense que ça participe de la transparence. Le cadre juridictionnel aussi, la règle de droit, comment elle est appliquée, respectée. Voilà, donc c'est la reconnaissance que tous ces éléments-là sont primordiaux pour le développement, qui font que le développement économique d'un pays, qui font qu'on propose à nos partenaires de voir si on peut améliorer les secteurs d'investissement, donc de faciliter l'investissement dans nos pays partenaires. Il y a aussi plus particulièrement dans notre révision stratégique, il y a dans la sous-région de l'Afrique du Nord, il y a un focus particulier pour la Tunisie et le Maroc, où on propose de reprendre les négociations pour élargir effectivement les accords existants,
des tentatives avaient été faites aussi avec d'autres pays d'Afrique du Nord. Et je pense que là, j'aimerais reprendre ce que le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée a fait comme constat. C'est-à-dire que nos accords sont dans une large partie des accords anciens des années 90. En tout cas, le modèle est celui des années 90. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont pas couverts, comme les services, les marchés publics. Aussi la question de développement durable, qui sont maintenant vraiment une des clés de tous les accords commerciaux que l'Union souhaite négocier. Tout cela pour dire que, en fait, ce que nous proposons, et je parle ici avec une casquette un peu plus limitée que celle des intervenants précédents, parce que je travaille pour la DG Commerce, donc, qui négocie, qui est en charge des relations commerciales, c'est que nous offrons en fait une panoplie assez large d'options que nous sommes prêts à développer davantage. Mais je dois dire que depuis février de l'année dernière, date à laquelle on a proposé en fait cette révision stratégique et aussi une offre aux pays d'Afrique du Nord, on a eu très peu de retours, ou même de disponibilité à dialoguer sur ce que pourraient être les périmètres d'un éventuel accord commercial ou même sectoriel additionnel. Donc, nous n'avons absolument pas comme approche de dire, voilà, ça c'est ce que nous offrons, vous le prenez ou rien. En fait, on est vraiment intéressé à engager un dialogue beaucoup plus soutenu avec les pays de la région pour voir ce qui fait sens dans chaque pays pour chaque réalité économique et voir comment on peut arriver à une stratégie gagnant-gagnant. Et j'aimerais rebondir sur ce que a dit Monsieur Ali à la fin, que je trouve un peu gênant, si vous me le permettez. C'est-à-dire, l'Union européenne a, par le passé, et continue aujourd'hui, à faire des propositions d'accord. Ce n'est pas des ultimatums, ce ne sont pas des accords asymétriques en tant que tels. Effectivement, on peut constater que certains développements ne sont pas aussi favorables aux deux parties qu'on aurait pu l'espérer au départ, mais notre approche a été et demeure et sera celle d'avoir une approche où les deux parties se retrouvent. Donc je pense que l'Union européenne n'impose un accord à aucune partie, n'est en mesure d'imposer un accord à aucune partie, et au contraire cherche des convergences, cherche à renforcer des liens. Donc voilà, juste pour souligner que notre porte et demeure ouverte, nous sommes intéressés à poursuivre ou à reprendre le dialogue selon les pays. Et voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire de prime abord, juste pour bien renforcer ce point-là, qu'il y a un très clair intérêt européen pour, en partie, revoir, en tout cas approfondir les relations commerciales avec les pays d'Afrique du Nord, et une disponibilité pour en discuter les modalités aussi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Delvaux. On va pouvoir passer donc au débat. On a déjà une série de questions très intéressantes qui nous arrivent par la magie de WhatsApp. Je voulais juste faire un petit point géopolitique, dans la mesure où moi je viens d'un institut qui fait plutôt des relations internationales sur les aspects politiques. C'est que ici, on parle ici d'autonomie stratégique, qui est une des priorités de la présidence française de l'UE, et on en parle sous l'aspect économique, qui est une priorité qui s'est imposée post-Covid. Et nous, on travaille beaucoup à l'IFRI sur l'autonomie stratégique sous son aspect militaire, qui est presque, je dirais, une priorité post-Trump. C'est-à-dire que c'est comme si on avait finalement eu une espèce de série de traumas, ou en tout cas de changements structurants très rapides qui se sont produits et qui nous placent dans une sorte d'obligation de ce tête-à-tête que tout le monde a décrit comme étant vertueux, nécessaire, dont on parle finalement depuis 25 ans, puisque c'est bien là-dessus que le partenariat euro-méditerranéen à Barcelone s'est construit. C'est sur l'idée que nos destins étaient liés. Mais aujourd'hui, on a aussi un sentiment qu'il y a vraiment les plaques tectoniques géopolitiques qui changent, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, du point de vue politique également, l'Europe et l'Afrique sont dans un tête-à-tête qui doit absolument être coopératif. Alors, on va revenir plus précisément sur cette idée de l'autonomie stratégique
sous son versant économique. Et on peut tout de suite redonner la parole à Patricia Augier, parce qu'il y a des questions sur ces fameux secteurs qui ont été identifiés par cette fameuse étude, sur lesquels on a des substitutions possibles. Donc, est-ce qu'on peut avoir des exemples? Est-ce qu'on peut avoir des développements un peu concrets sur les endroits où ça se passe dans les industries des pays d'Afrique du Nord? Alors, on a retenu, comme je l'ai dit, donc on a identifié entre 400 et 500 produits par pays, et donc une quinzaine de secteurs. Alors, de tête, je dois avouer que j'ai pas pris l'étude avec moi, et j'ai très peu de mémoire en fait sur ce que j'écris moi-même. Donc de mémoire, des produits, je les ai pas retenus. Je sais qu'au niveau des secteurs, il y a la chimie, il y a les produits pharmaceutiques, il y a les fertilisants, il y a les huiles essentielles, le plastique, le verre, il y a tout ce qui est aéronautique, câbles, il y a tout ce qui est véhicule aussi. Je pense qu'avec ça, j'ai fait à peu près, j'en aurais cité au moins 90%. Mais en tous les cas, c'est une étude là qui va sortir maximum d'ici un mois, peut-être même un peu moins. Et donc elle a été, je l'ai faite pour le CMI et FEMIS. Donc elle sera diffusée dans très peu de temps. Hein. Elle sera donc sur le site du CMI. Et puis, si vous êtes intéressé, je pourrais bien entendu vous l'envoyer. Donc on mettra à disposition naturellement ces listes de produits. Des noms. Et donc, pour construire ces nouvelles chaînes de valeur, quels sont les impératifs en termes de normes, de politique industrielle? Quelle est la responsabilité qui revient aux États du Sud, aux États du Nord, ou à une institution comme la Commission et à l'Union européenne en tant que telle? Alors, je rejoins aussi ce qu'ont souligné certains participants donc, à cette table ronde. Monsieur Kettani, notamment, a parlé de l'importance de mobiliser le secteur privé, en particulier les petites entreprises, les PME, PMI. Effectivement, je crois qu'on ne pourra rien faire sans une mobilisation des forces, sans une mobilisation générale, une mobilisation du secteur privé à la fois européen et méditerranéen, avec un accompagnement très fort, bien entendu, de l'Union européenne, des pays et des organisations internationales. Donc ce qui est impératif, c'est une mobilisation générale. Hein. Et puis par rapport à la stratégie de l'Union européenne, moi je serais en faveur d'un changement de perspective vis-à-vis donc des voisins du Sud, hein, et vis-à-vis de l'Afrique en général. On a jusqu'à présent une politique de voisinage qui est plutôt comment dirais-je, plutôt assimilée à une politique commerciale. Hein. Sa force de frappe, c'est plutôt la politique commerciale. Et je pense qu'il faut vraiment un changement de perspective à ce niveau-là. Il faut une politique certainement plus ambitieuse et plus large. Moi, je dirais qu'il faudrait que l'Europe initie une politique industrielle qui inclut les pays méditerranéens, qui inclut pourquoi plus largement l'Afrique. Je pense qu'on pourrait imaginer, vous avez parlé, hein, Monsieur Delvaux, d'un cadre de facilitation des investissements. Alors, bien sûr, hein, il faut que dans les pays, on continue à mettre en place les réformes. Jusqu'à présent, finalement, le système incitatif de mise en place des réformes au Sud, c'est des indicateurs de type doing business. Ça a ses limites. Hein. Moi, je dirais qu'il faut revoir en gros les politiques, les stratégies globales, aussi bien de l'Union européenne, des grandes organisations internationales vis-à-vis de ces pays-là. Revoir le cadre donc, de la politique de voisinage, revoir le cadre incitatif. Jusqu'à présent, c'est le doing business. On sait très bien la limite du doing business. On sait très bien que les indicateurs qui sont dans le doing business ne veulent
absolument rien dire. Quand on va interroger concrètement les entreprises, on sait très bien qu'il y a une distance absolument incroyable entre ce qu'il y a sur le papier en théorie et ce que vivent les entreprises au quotidien. Donc pourquoi pas réinventer un système des dispositifs incitatifs et des cadres d'investissement Europe, Méditerranée, Afrique, qui sortent un peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. En tous les cas, il faut sortir des cadres de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je pense qu'il faut prévoir certainement des dispositifs d'incitation et d'accompagnement pour les investisseurs européens pour favoriser les IDE au Sud. Ça, on sait que ça, c'est un moteur extrêmement fort de développement pour les pays. Et c'est pas n'importe quel... Il ne faut pas faire de l'investissement de n'importe quelle façon. Il faut des vrais dispositifs incitatifs pour que ces investissements aient un maximum d'effets externes, d'effets d'entraînement, avec la création d'écosystèmes autour des industries, autour des secteurs, autour des multinationales qui investissent dans ces pays. Et je pense que là, il y a un vrai travail de fond à faire. Mais je crois que c'est important vraiment de sortir de nos cadres, nos visions habituelles. Il va falloir être un peu plus imaginatif, entre guillemets, pour vraiment que ces politiques aient vraiment des effets positifs, concrets, pour développer l'emploi et l'industrie dans ces pays. Alors, il faut réfléchir, je n'ai pas les solutions comme ça, mais je suis convaincue en tous les cas qu'il faut intégrer la politique industrielle parmi nos politiques, nos priorités en termes d'action vis-à-vis des pays africains. Et méditerranéens, africains, je dis africains, j'englobe bien entendu les pays méditerranéens, ça va de soi. C'est-à-dire avoir une approche finalement plus stratégique du point de vue européen ? Alors, encore une fois, la stratégie, elle doit être... Monsieur Delvaux, vous êtes d'accord aussi avec ça ? Évidemment que cette stratégie, elle doit être décidée de façon en coopération, de façon mutuelle, ça c'est clair. Je ne dis pas que l'Europe imposait ses choix, mais la politique de voisinage, elle n'était pas faite véritablement en concertation. Les feuilles d'action, enfin les actions qui étaient proposées, effectivement choisies par les pays, mais la stratégie globale, elle restait la stratégie européenne. Il y a jusqu'à présent, il y a eu peu de coopération pour définir les objectifs prioritaires. Alors, le document qui indique la nouvelle stratégie vis-à-vis des pays méditerranéens, on voit dans ce document, on voit effectivement une volonté de changer de perspective, effectivement. Dans le même temps, dans ce document, il y a par exemple, comme choix stratégique déjà affiché, la transition verte et la transition numérique. Transition verte, évidemment, les questions environnementales, elles doivent être partout et traitées de façon transversale, quel que soit le sujet sur lequel on est. Le numérique, c'est un moyen, effectivement, pour dynamiser ces pays, mais face aux questions, certaines ont été soulignées, on a un accroissement de la pauvreté incroyable. Par exemple, ce qui va devenir absolument urgent dans ces pays, c'est la sécurité alimentaire. Ça va être une question fondamentale, la sécurité alimentaire. La santé, évidemment. Donc, il y a peut-être avant le numérique, mais je ne sous-estime pas le rôle du numérique pour dynamiser les économies. Mais avant même de traiter du numérique, il y a certainement des questions, peut-être, que les pays vont juger plus prioritaires que le numérique. Quand on connaît les besoins, je pense qu'on a besoin du numérique, mais il ne faut pas mettre de côté la sécurité alimentaire, les besoins de santé publique, et encore une fois, création d'emplois. Finalement, l'Union européenne est un acteur qui est toujours assez facile de critiquer dans la mesure où il s'exprime rarement d'une seule voix.
Et ce qui est extrêmement intéressant pour moi dans la discussion que nous avons eue encore une fois avant cette table ronde, tout s'est passé avant la table ronde, c'était que nos interlocuteurs africains nous disent que l'Union européenne a le mérite de la constance et que finalement elle s'est relativement bien adaptée au changement extrêmement fort de l'environnement géopolitique qu'elle a rencontré en Afrique notamment, et que finalement on a une capacité à adapter les outils de travail bilatéraux avec les pays en fonction des crises, mais que l'Union européenne reste un bailleur considéré comme finalement le seul qui donne encore vraiment de l'aide publique au développement de manière significative. Alors là, évidemment, c'est hors de notre sujet, puisque là, nous parlons des relations commerciales, mais c'est le sujet que Patricia vient d'une certaine façon d'introduire, en disant qu'il n'y a pas que la norme commerciale qui compte dans les relations avec ces pays. Et l'idée de la politique industrielle est aussi tout à fait le corollaire de cette fameuse autonomie stratégique qui est notre slogan aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va probablement se réintroduire finalement dans le langage global de la Commission. Dans le fameux mainstreaming où maintenant on est sur le numérique, on pourra avoir des approches de politique industrielle peut-être plus verticales, plus stratégiques effectivement, qui vont se mettre en place maintenant. Si on revient à nos interlocuteurs d'Afrique du Nord, une des questions qui revient de la part du public assez régulièrement, c'est l'accès au crédit des fameuses PME et TPE dont on a parlé. Est-ce que, M. Kettani, vous avez des éléments à nous donner sur la façon de faciliter l'accès au crédit pour les petites entreprises en Afrique? L'accès au financement est un réel problème au niveau du continent africain, parce qu'il faut partir du principe que si on enlève quelques pays du continent africain, mais vraiment 3 ou 4, où le taux de bancarisation dépasse les 50%, la majorité des pays africains demeurent un taux de bancarisation inférieur à 20%. Et quand on est avec un réseau bancaire qui a une capillarité très limitée, avec une faiblesse aussi d'une offre digitale puissante pour satisfaire les besoins des entrepreneurs, notamment les TPE et les PME, vous ne pouvez pas espérer une facilitation de l'accès au financement. Donc je crois que cette inclusion financière passe par 2 leviers importants, c'est la capillarité du réseau bancaire et la digitalisation de manière accélérée, de telle sorte à donner la chance à des femmes et à des hommes, et notamment la jeunesse, à démocratiser les services bancaires et financiers. Je parle en connaissance de cause parce que nous avons acquis sur les 15 dernières années 15 banques dans 15 pays africains. Et nous devenons aujourd'hui, en dehors des les 4 premières banques sud-africaines, le premier groupe bancaire panafricain par la taille du bilan. Mais nous sommes le premier réseau bancaire parce que nous croyons dans la capillarité du secteur bancaire africain. Il faut que nous soyons proches des consommateurs, il faut que nous soyons proches des très petites entreprises, de celui qui a un petit atelier de mécanique générale, de celui qui répare la petite machinerie, de la petite PME qui confectionne des vêtements ou qui fabrique des chaussures. Donc ça, c'est l'apport d'un réseau physique, parce que les entrepreneurs, au-delà de l'accès au financement, ils ont un besoin crucial d'accompagnement en termes de conseils, en termes d'assistance et en termes de formation. Parce que généralement, c'est des gens qui quittent l'école très tôt, mais qui ont l'intelligence et le génie et le goût de l'aventure et de la prise de risque. Ils se lancent avec très très peu de moyens, mais ils manquent de connaissances et de savoir-faire pour distinguer entre la gestion de la trésorerie de leur petit business et leur poche. Et ça, c'est le rôle des banques panafricaines, qui sont des banques de proximité, quand bien même la Banque africaine de développement, qui fait énormément de choses pour le continent africain, quand bien même la Banque européenne d'investissement, la BERD, l'Agence française de développement, ces organismes de financement multilatéraux ou dans le cadre de politiques bilatérales,
il leur manque un maillon important qui est le maillon de proximité. Et c'est le rôle des banques. Et depuis que depuis une vingtaine d'années, développer une stratégie de bancarisation par le développement de la proximité, des réseaux bancaires, mais accompagné d'une digitalisation, je peux vous assurer que ça permet de créer des centaines de milliers de TPE. Et chaque TPE est créatrice d'emplois. Et ça, c'est le cercle vertueux. Donc, je crois qu'il y a un thème sur lequel la Commission européenne doit canaliser ses efforts, un, sur les problématiques de l'inclusion, comment aider les pays africains à mettre les capacités nécessaires pour faciliter l'inclusion et intégrer une bonne partie des couches sociales défavorisées qui ont l'envie d'entreprendre dans le système moderne du financement. Ça, c'est le premier point. Et quand on parle de relocalisation, de coproduction, de colocalisation, ça va rester lettre morte si on ne résout pas deux problématiques fondamentales. La problématique de l'énergie, quand bien même vous avez la volonté d'installer une usine de fertilisants, une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, une usine de chimie, une usine de plastique, une usine de textile, il vous faut de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, il faut développer les capacités, notamment dans les énergies renouvelables. Et notre continent regorge de potentialités importantes. C'est comment l'Union européenne et le continent africain puissent coopérer justement dans le développement des capacités. Et j'en parle en connaissance de cause parce que sur les 7 dernières années, nous avons à Tijel Wafa Bank, à travers sa capillarité, c'est à titre d'exemple, hein, au même titre que les autres banques panafricaines, EcoBank, Standard Chartered Bank, etc., nous avons à nous seuls participé dans le financement de 1800 mégawatts d'énergie renouvelable dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Mais ça, ces exemples, ça, il faut les multiplier à l'infini parce qu'on parle d'un déficit en infrastructure de l'équivalent de 100 milliards de dollars par an sur les 10 années à venir. Donc voilà un potentiel de développement très important pour les entreprises européennes, qu'elles soient des ETI, des PME, des grandes entreprises ou des multinationales européennes. C'est un chantier à ciel ouvert pour les années à venir. Mais il faut des approches innovantes, il faut des approches gagnant-gagnant, il faut des approches équilibrées, il faut des approches dans le cadre de politiques de partenariat public-privé qui permettront justement d'adresser cette problématique d'insuffisance de capacité énergétique. Et on ne peut pas parler d'industrialisation sans capacité énergétique. C'est ce qui a permis au Maroc, sur les 15 dernières années, aujourd'hui à disposer de toutes les capacités nécessaires et lui permettre justement de réindustrialiser le pays, notamment dans la filière automobile, dans la filière aéronautique, dans l'agro-business, dans la création de PME, PMI, dans les produits intermédiaires dont a parlé Mme Ogier tout à l'heure. Mais ça, j'imagine que les mêmes démarches doivent concerner l'ensemble des pays africains parce que sans ça, on ne peut pas parler d'une industrialisation ni d'une colocalisation des chaînes de valeur. Et deuxième levier important, parallèlement à l'énergie, c'est les infrastructures. C'est les routes, c'est les autoroutes, c'est les aéroports, c'est les ports, c'est la logistique, les entrepôts avec tout ce que exigent les normes internationales en la matière. Parce que c'est très facile de dire, je vais rapatrier une partie de la production pharmaceutique d'un pays asiatique vers un pays africain de proximité, mais encore faut-il qu'il y ait les capacités nécessaires à côté des aéroports, en termes de chaîne de froid, en termes de disponibilité des intrants, etc. etc. Donc, ça, à mes yeux, sont deux leviers éminemment importants. Le levier de l'inclusion financière à travers le renforcement de la capillarité et de la proximité, en allant au-delà de l'accès au financement, c'est l'accompagnement. Comment mettre en place des institutions, des plateformes qui aident les jeunes femmes, les jeunes hommes qui veulent entreprendre, qui veulent réaliser leurs rêves avant d'arriver
au niveau du secteur bancaire pour la prise en charge et le financement de leurs projets. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à monter un petit business plan, qu'ils apprennent à gérer une trésorerie, un tableau emploi-ressources, etc., avant d'entreprendre leur projet d'investissement pour leur donner toutes les chances de réussir. Parce que le taux de mortalité au niveau de la création des petites structures est extrêmement haut. Et ça, j'en parle en connaissance de cause, parce que nous avons une expérience là aussi que nous avons engagée au Maroc et que nous sommes en train d'implémenter dans les pays d'Afrique subsaharienne et en Tunisie, tout récemment en Tunisie, c'est Dar al-Mukhawil. Dar al-Mukhawil, c'est la maison de l'entrepreneur. La maison de l'entrepreneur aujourd'hui au Maroc, elle est digitale et elle est physique. Et à travers le digital, nous avons 6 millions de citoyens qui suivent les cours d'une académie qui les forme à travers 180 modules de formation sur tout ce qui concerne les investissements, les business, les projets, avant d'arriver dans nos agences bancaires ou les agences bancaires des concurrents, des confrères, pour qu'ils soient pris en charge. Donc, si l'Union européenne peut aller dans ce sens de partenariat basé sur le pragmatisme, sur des expériences qui ont réussi, ça permettra sincèrement d'adresser les déficits là où ils sont et d'accélérer les réformes nécessaires pour venir à bout de tous ces déficits dont souffre le continent africain aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que nous sentons sincèrement que les pays qui ont adopté des stratégies publiques avec des réformes puissantes, courageuses, parce qu'il faut des réformes courageuses et puissantes, ils sont en train aujourd'hui de faire émerger un certain nombre d'industries, d'inclure de plus en plus de jeunes dans le circuit productif économique. Et c'est comme ça que nous pouvons, ensemble, la main dans la main, et à travers le partage d'expériences, tout en adaptant à chaque pays qui a ses spécificités socioculturelles, il faut adapter les modèles pour qu'ils réussissent. Mais je reviens sur le point crucial, à mes yeux, sans le renforcement des capacités en énergie et sans la résorption des déficits en infrastructure, tout ce que nous pouvons développer comme idée, comme stratégie innovante, etc., restera lettre morte. Et merci. Et je m'excuse si j'étais un peu long. Pas du tout, vous aviez été un peu plus court en intervention liminaire, donc c'est parfaitement correct. Et donc le Green Deal est vraiment un momentum qui fonctionne en nord-sud sur toutes les questions que vous venez d'évoquer. Monsieur Agli, j'ai une question pour vous concernant la responsabilité du patronat et des associations patronales pour faire circuler l'information sur les règles européennes, sur les opportunités européennes. Vous avez entendu les réserves que Patricia Ogier a formulées sur la façon dont les rapports Doing Business caricaturent peut-être un peu la réalité ou dont on a le sentiment qu'on est en décalage avec ce qui se passe en vrai dans les secteurs privés des pays dans ce type de classification. Donc, comment est-ce qu'une organisation patronale comme la vôtre, quelle marge de manœuvre est-ce qu'elle a socialement, économiquement, pour faire passer des messages et pour structurer les politiques publiques finalement dans le dialogue avec l'État? Merci. Écoutez, le rôle que nous jouons aujourd'hui est un rôle complémentaire à l'action des autorités publiques. Nous nous considérons partenaires des pouvoirs publics, dans le dire vrai bien entendu, et partenaires en termes aussi de force de proposition. Nous donnons notre avis à travers des études, à travers des réflexions, à travers la traduction de ce que vivent les chefs d'entreprise sur le terrain et comment traduire ça en vraies propositions. D'ailleurs, énormément de propositions aujourd'hui sont prises en compte et sont traduites en texte de loi et en cadre réglementaire, justement grâce à la contribution des patronats. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été expliqué par Madame Ogier sur le rôle important que jouent ces différents instruments, ces différents, je dirais, différentes études ou classements. Je reviens sur le Doing Business. C'est pour ça qu'il faut se baser, je pense dorénavant, sur des documents, sur des études, sur des instruments tels que Doing Business, mais avec beaucoup plus de crédibilité.
Rappelez-vous que le Doing Business est un classement qui a été suspendu en mois de septembre, je pense, 2021. Et la raison, c'était pour des raisons éthiques. C'est pour le travail, je pense que d'avoir des instruments ou d'autres critères, je pense, d'évaluation reflétant les écosystèmes des pays africains doivent être d'abord basés sur la crédibilité, loin de toute action de lobbying ou autre chose. On a vu l'ampleur et les dégâts qu'apporte une suspension toute simple d'un tel support, ce qui fait, je pense, le rôle aujourd'hui de l'Union européenne, c'est de pouvoir contribuer à avoir vraiment des réflexions, des études profondes, reflétant surtout la réalité, qui doit aussi associer les différentes organisations patronales dans cette réflexion-là. Le rôle du patronat aujourd'hui est très important et crucial, car la question de l'entreprise est devenue une question centrale dans toutes les économies de la région, et notamment européenne, et aussi chez nous, en Afrique du Nord, et spécialement mon pays, l'Algérie. La question de l'entreprise et de l'économique est devenue vraiment question centrale. L'année 2022 est l'année réellement, après 2 années de Covid, à l'instar du reste des pays de la planète, avec tout son lot de dégâts sur l'humain, malheureusement, d'abord et avant tout, mais aussi sur l'économie, sur l'entreprise. La Covid n'a pas tué que des humains, elle a tué beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'il faut, aujourd'hui, on apprend à vivre avec. J'ai parlé d'accélération aussi de la transition, suite justement à cette crise de Covid, qui était un facteur totalement accélérateur de la transition, de la transformation des économies. Et aussi, nous sommes une économie pleine et qui n'a rien à envier ce qu'on trouve ailleurs. C'est pour ça que la question de la résilience aujourd'hui est une question centrale. La question de la concertation est une question centrale. Et je reviens à votre question, quel rôle peut jouer le patronat aujourd'hui dans cet élan, dans cette nouvelle, je dirais, dynamique? Ben, son rôle est très important, car un patronat reflète et reprend et représente des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises, et partenaire avec les plus grandes institutions à l'étranger. Pour nous, par exemple, nous sommes partenaires du MEDEF, de patronats italiens, espagnols, le COE, turc, chinois, moyen-orientaux, et bien entendu nos amis et frères africains aussi, l'UTICA, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, plein d'autres. Ce qui fait le partage d'expériences est très important. S'inspirer des bonnes modèles de réussite et ne pas s'inspirer des modèles qui ont prouvé leur échec, qui ont échoué, est très important, bien entendu, en adaptant ça par rapport aux particularités de chaque économie ou chaque pays. Si j'ai juste peut-être un message à faire porter à travers ce que nous vivons, ce que nous partageons au quotidien dans le patronat algérien, c'est que la question économique est importante. L'importance aujourd'hui que revêt le marché algérien à travers les partenaires est là. Nous travaillons dans une étroite collaboration avec plein de partenaires européens sur les questions justement de la coproduction, de comment rapprocher un peu les centres de production des marchés. Et c'est une question, je pense, qui va prendre beaucoup plus d'importance dans un avenir proche. L'importance aussi pour pouvoir, et là, j'en profite de l'occasion que la présidence de l'Union européenne revient ou est portée aujourd'hui par la France, où le rôle important que peut jouer justement dans la révision des accords tout azimut, de l'accord européen ou de la correction de l'accord. C'est un accord, la relation aujourd'hui Union-Afrique est une relation qui est jugée d'asymétrique par les experts. Elle est plus commerciale qu'industrielle. Les règles et les normes sont complètement défavorables aux entreprises du Sud. Les solutions, il faut des solutions rapides, justement, sur la question de la coproduction, sur la questions de l'énergie de demain, l'hydrogène, l'énergie verte, ou l'Afrique du Nord. Les pays africains doivent et peuvent jouer un réel
rôle de partenaire fiable et stratégique sur la question de quelle énergie de demain et comment la produire et comment la produire au coût le plus bas possible. Et c'est là où je pense que nos marchés peuvent jouer un rôle important en tant que partenaires sur ces questions-là. La question aussi de la diaspora, comment capitaliser sur la diaspora existante en Europe et comment réellement capter et s'appuyer sur cette communauté importante et capitaliser dessus pour justement contribuer au renforcement des économies des deux rives, des deux côtés. Aujourd'hui, l'élite et les entrepreneurs de la diaspora doivent être réellement vus comme un vrai partenaire et comme un vrai levier important de cette régionalisation, rapide des chaînes de valeur, qui n'est plus un choix aujourd'hui, c'est une obligation et ça va venir et ça va s'accentuer davantage. Toutes ces questions doivent être portées, comme vous l'avez si bien expliqué, Madame Ogier, le digital, mais pas que le digital, bien entendu. Le digital est un levier réellement de croissance, est un levier qui peut être une vraie locomotive de ce changement. Mais avant ça, il faut remettre au centre de la question l'humain dans toute cette réflexion profonde sur nos avenirs, notre avenir commun, qui n'est pas aujourd'hui réellement un choix. Nos destins sont complètement liés et notre avenir est aussi lié, ce qui fait que nous devons encore porter la réflexion ensemble, avec clarté et avec transparence pour pouvoir changer les choses. Monsieur Delvaux tout à l'heure a parlé effectivement que nul est là pour imposer quoi que ce soit au parti, aucune partie. Mais bien entendu, Monsieur Delvaux, qu'aucune partie ne peut imposer quoi que ce soit à l'autre parti. Mais par contre, j'en profite justement parce que la France est aujourd'hui présidente de l'Union européenne, qu'il faut pouvoir contribuer ce décalage ou je dirais, déséquilibre flagrant entre les échanges commerciaux des deux rives. Un exemple, en 15 ans, plus de 300 milliards d'euros ont été vendus à l'Algérie, mais l'Algérie, hors hydrocarbures bien entendu, a vendu que 14 ou 15. Je suis d'accord que c'est pas le rôle réellement des politiques pour imposer aux acteurs économiques, mais je pense que l'écosystème réglementaire et un accord qui est pensé d'une manière équitable est très très important sur la pérennité et le renforcement des relations des populations et des pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Agli. Monsieur Delvaux, on va vous donner encore une fois le mot de la fin. Alors, puisqu'on est parti d'un constat de malentendu, finalement, un peu structurel, hein, je dirais, entre le public et votre travail, est-ce que c'est parce que finalement la définition des règles commerciales est un domaine qui est étroit, ou est-ce qu'on a d'autres instruments d'action à travers cette négociation des accords de libre-échange qui peuvent permettre par exemple d'inclure des facilitations pour l'accès au crédit, l'investissement? Finalement, quels sont les sous-leviers qui existent dans la négociation des accords de libre-échange pour libérer ce moteur de croissance dont on vient de parler? Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que comment dire, vous m'avez comme interlocuteur pour la commission, mais j'avoue la limite des compétences qui sont les miennes à la DG Commerce, qui est fatalement effectivement une direction générale qui avant tout négocie des accords commerciaux, en tout cas jusqu'à présent. Et comme vous le savez, avec un clin d'œil à la France, maintenant un accent très fort sur la mise en œuvre des accords et même plus loin, un peu plus de projection des normes européennes au-delà, avec, je pense notamment au débat sur les fameuses clauses miroirs. Donc en fait, Madame Ogier a cité tout à l'heure la transition verte et le numérique, qui sont effectivement deux des axes de la révision stratégique du commerce, mais je pense que l'action de la Commission en Afrique du Nord ne se limite bien sûr pas du tout à ce que nous faisons nous à la DG Commerce. Donc je me sens un peu en décalage. Et d'ailleurs, je voudrais citer à ce propos le
le fonds qui est géré par un autre service de la Commission qui vise à stimuler la croissance dans certains secteurs d'activité dans le voisinage sud et qui est bien sûr beaucoup plus large que les éléments que la DG Commerce apporte à cette discussion. Donc, voilà, je pense que ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième, c'est peut-être parce que sur la discussion sur la relocalisation ou qui est une discussion très intéressante, je pense que là, je voudrais juste souligner vraiment à quel point je suis d'accord avec l'analyse qui est faite par M. El Khattani sur en fait, l'environnement et les infrastructures qu'il faut créer pour faciliter en fait, cette relocalisation, pour créer la prévisibilité qui est nécessaire pour inciter les investissements en ce sens et effectivement créer cette dynamique. Je pense qu'on a ça notamment au Maroc pour un secteur comme le secteur automobile où on voit qu'il y a qu'une politique est en train d'aboutir en matière industrielle dans ce sens-là. Et donc je pense que ça c'est vraiment un exemple à voir si on ne peut pas le démultiplier dans d'autres secteurs, dans les 400-500 produits cités par Madame Mogier. Je pense qu'on peut en trouver d'autres. Ensuite, je voulais quand même rebondir sur un point que je n'ai pas fait tout au début, sur lequel je voulais revenir, et on n'a pas le temps de l'approfondir, mais c'est la coopération réglementaire, c'est-à-dire la question des normes. Parce que je pense quand même, si on parle de plus grande intégration dans les stratégies industrielles en Europe, je pense qu'un élément clé ou de facilitation pour ça, c'est quand même d'avoir des normes compatibles ou des normes complémentaires, sinon les mêmes. C'est quand même pour les investisseurs un avantage très clair de pouvoir se reposer sur des normes qui sont reconnues, qui sont admises. Et je pense qu'on a un peu de mal à voir quelles seraient les contre-indications pour les pays du voisinage sud, pas seulement eux, de reprendre ces normes, parce que c'est des normes très ouvertes, normalement sur des standards internationaux très larges, qui sont très protecteurs et qui permettent effectivement une intégration simplifiée dans un cadre de chaîne de valeur. Voilà. Je sais que le temps qui nous était imparti semble avoir expiré, donc je m'arrête là, mais c'est peut-être le dernier mot que je voulais laisser dans cette enceinte. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Il restait un énorme sujet que j'aurais aimé pouvoir aborder, mais on ne pourra pas l'aborder, c'est l'économie informelle, rebaptisée économie populaire par une des personnes qui suit le webinaire. Merci à tous pour cette table ronde qui ouvre le débat, mais de manière réelle, je crois. Et on va laisser maintenant la place à la troisième table ronde qui va être présidée par M. Lionel Zinsou, qui a le triple avantage d'avoir été banquier, Premier ministre et d'être président de think tank, ce qui en fait évidemment l'homme de la situation pour modérer une table ronde sur les thématiques qui nous occupent. Merci à tous, bon après-midi.